vous nous interrogez à l'improviste comme ça sur le climat qui nous a initiés à la résistance. Il faut savoir évidemment que dans l'immédiate avant-guerre, en 38-39, nous étions des étudiants et que par conséquent, on vivait dans un climat particulier qui consistait à avoir les argumentations du rexisme, par exemple, qui nous alertaient quant à la situation menaçante du nazisme. En même temps, nous étions en contact avec le RUP, c'est-à-dire le Rassemblement universel pour la paix, auquel j'avais adhéré à l'époque, influencé par les intellectuels antifascistes qui avaient leur siège à Bruxelles et qui avaient une sous-section en Liège qui était représentée par le professeur Boët. Alors, en ce qui me concerne, j'assistais à ces conférences et je baignais donc dans un climat antifasciste significatif, car justement, à la même époque, il y avait l'événement du putsch du général Franco qui essayait de résoudre et d'écraser la République espagnole. Donc à la même époque, nous étions donc informés de toutes ces exactions, à tel point que nous avons reçu souvent chez nous des jeunes enfants qui étaient victimes de cette influence. Par ailleurs, Franco, il bénéficiait de l'aide du noir mussolinien et du brun hitlérien, avec à la clé Guernica, où il écrasait la République espagnole de concert avec Franco. Donc dans ces conditions, nous étions donc, nous, réfléchissant aux problèmes et nous intéressant à cette politique désastreuse qui était celle qui nous envahissait à l'époque. En même temps, dans le peuple, nous recevions pas mal d'évadés de l'Est que nous essayions à quelques-uns d'accueillir et qui nous informaient des exactions nazies dans leur propre pays. Et par conséquent, nous ne pouvions pas ignorer que le hitlérisme était vraiment quelque chose à abattre, dont nous ne soupçonnions même pas l'importance qu'il allait prendre à nos yeux. Cela est extrêmement important pour nous parce que la lutte clandestine était déjà préparée par ces informations que nous recevions. En ce qui me concerne, comme j'avais 18-19 ans et que la guerre a éclaté le 10 mai 40, tout ce que j'ai pu faire, c'est d'aller dans mon école normale où je ne pouvais pas passer les examens, et on nous a envoyés sur les routes françaises vers Rouen, et quand nous arrivions à Rouen, il fallait aller plus loin, ce qui fait qu'on s'est retrouvés à Toulouse et à Montpellier dans des conditions presque invivables. Pendant un mois ou deux, nous avons vécu là-bas avec l'accueil des Français, et puis nous sommes remontés par Vesoul pour revenir à l'école normale en septembre-octobre, où on nous a fait repasser l'examen que nous n'avions pas passé antérieurement. Ce qui fait qu'à ce moment-là, je me trouvais déjà plongé dans un contexte particulier, héritant de ce que je vous ai dit antérieurement. Mais par ailleurs, là déjà, j'avais pris contact en rentrant, c'est pour ça que je suis reconnu déjà résistant en septembre 40, j'avais un contact avec M. Simon Pâques, qui était un employé communal de Grasse-Berleur, et qui sera plus tard un député très dynamique du Parti socialiste. Par son contact, je recevais déjà le journal clandestin du Monde du Travail, qui était le premier journal clandestin du Parti socialiste à l'époque. Et ce qui était important dans son cas, le brave monsieur qui servait de liaison, un jeune policier entre lui et moi, il s'est fait arrêter et il en est mort d'ailleurs de cette arrestation. Ce qui fait que, distribuant déjà de la presse et des tracts à cette époque-là, peu de temps après, je suis donc en pleine résistance, je me rends compte que j'ai besoin de documents, je m'inscris à l'université de Liège, et là-bas, en 41 donc cela, et là-bas, après un certain temps, je me
comme j'avais pris de nouveaux contacts avec la résistance plus étendue, puisque nous approchions du 22 juin 1941, à ce moment-là, j'ai reçu, avec les contacts nouveaux de la résistance que j'avais pu avoir, j'ai reçu l'ordre de la clandestinité d'abandonner tout contact de vie à mon domicile et de gagner la résistance totale. Alors là, je devais tout abandonner, ce qui fait que les études que je devais poursuivre, je les ai poursuivies après-guerre en travaillant, etc. Donc, à ce moment-là, ma vie était vraiment impliquée dans une résistance particulière. Et ce sont les premiers contacts avec Solidarité et Croix-Rouge du Front de l'Indépendance que j'ai eu à ce moment-là, parce que les résistants qui étaient déjà arrêtés et certains fusillés laissaient des veuves et des enfants. Et alors il fallait les aider, il fallait les trouver, à les loger ou à les aider financièrement. Donc il y avait tout un travail de collecte qui s'opérait déjà, ce qui montre que le climat de la population à la résistance était déjà une aide favorable, sans laquelle on ne peut pas gagner une guerre si on n'a pas avec soi toute une population tacite et réfléchie sur un problème. La preuve, c'est que on nous dit parfois, et certains chercheurs nous ont dit que la résistance n'était pas nombreuse, mais un seul résistant avait souvent 10 personnes qui devaient s'occuper de lui, le loger, le transmettre, etc. Ce qui fait que sans un appui culturel, social, impossible de faire une résistance envahissante à l'endroit de l'envahisseur nazi. Ceci étant dit, les extensions même, je devais prendre un contact avec un ami de Bruxelles. J'ai appris plus tard, j'ai attendu là, avant de le rencontrer, et puis on m'a même reproché de l'attendre trop longtemps, parce qu'il était entre-temps arrêté, et par conséquent, je devais prendre sa place au niveau de la direction de Solidarité et du Front de l'Indépendance. C'est comme ça que grâce à ce contact-là, le triumvirat que nous organisions, nous avons pu publier le journal de Solidarité, et en même temps, nous avions les contacts avec une grande distribution de la résistance qui nous permettait d'avoir des contacts importants et des aides importantes et des, comment dirais-je, et des significations actives pour aider les brigades armées qui s'organisaient à l'époque. Car à l'époque, un de mes amis, qui s'appelle Jean Hansen, qui était en première licence de médecine et qui aurait été un très grand médecin, il commandait une compagnie de résistance armée dans laquelle se trouvait Harun Taziev, lequel, et eux, dans leur organisation, il était surtout, comment dirais-je, c'était une compagnie de sabotage. Il y avait donc dans les compagnies de résistance armée de l'armée belge des partisans du Front de l'Indépendance, et des brigades spéciales. Celle que j'ai connue, c'était celle du commandant Lejour, qui était un avocat bruxellois, et qui s'est bien défendu et qui a été assassiné avec toute sa brigade après un jugement expéditif à Liège. Et il y avait une autre sorte de brigade que commandait Hansen, lequel a été arrêté et fusillé. C'était des compagnies de sabotage, d'organisation. Et puis il y avait une troisième sorte de compagnie de l'armée belge des partisans, qui était une compagnie d'action d'approvisionnement, car il fallait recueillir des vivres, il fallait recueillir dans les administrations des timbres de ravitaillement, etc. Ce qui fait qu'il y avait donc un développement dans l'armée belge des partisans, toute une organisation extrêmement importante et qui répondait bien aux actions, les sabotages en liaison avec d'autres mouvements de résistance. Mais il fallait faire quand même des sabotages ou des contacts, même quand on récupérait dans les groupements de solidarité un parachuté, etc., il fallait tout de même bien qu'on ait de contacts pour que la compagnie Comet puisse le recueillir, évidemment. Hein. Donc il y a toute une infrastructure complexe extrêmement importante qui justifiait une résistance qui était parallèle, si vous voulez, à l'action des Alliés, à l'action militaire.
l'action militaire en 39-40, elle se cherchait. On ne savait pas très bien, ils cherchaient leur cohérence. Il y avait l'anglais Chamberlain qui faisait des déplacements à Munich, il y avait Daladier le français aussi, et on ne savait pas très bien chaque fois qu'il revenait de Munich en contact avec Hitler, ce qu'il nous rapportait. Donc la cohérence de la lutte des Alliés contre l'ennemi du nazisme cherchait son événement. L'Amérique n'était pas encore en guerre, puisqu'il y avait toujours à Vichy les ambassades, etc. Ce qui fait que cette incohérence, il a fallu évidemment les bombardements japonais et autres pour déclencher le développement américain sous Roosevelt d'ailleurs, qui était le président à ce moment-là. Donc c'est bien pour montrer que la résistance populaire avait compris qu'elle allait être une victime populaire définitive du nazisme si elle ne participait pas elle-même à l'action. Elle ne pouvait pas gagner la guerre toute seule, évidemment, mais on savait tout de même bien qu'il y avait dans tous les pays, y compris en Grèce ou ailleurs, des gens qui s'opposaient à l'occupation nazie et à l'importance qu'ils y avaient, eux, de réfléchir à leur propre liberté. Ce qui fait que c'est vrai que nous ne faisions pas une résistance qui préparait une action militaire à la fin de la guerre pour aider les Alliés. Nous faisions une résistance d'importance sociale qui subissait les crimes et les assassinats de l'occupant, et nous essayons de réagir contre leurs collaborateurs, nous essayons de détecter les lettres anonymes qui étaient dans les postes, de façon à pouvoir prévenir parfois Madame X que son mari allait être arrêté, etc. Donc il y avait donc tout un concert de solidarité, de résistance, qui s'exprimait bien autrement que ce que l'on voit toujours, les images d'Épinal de la résistance avec ses armes. Hein. C'est pas toujours la même chose. Les armes d'ailleurs, on n'en recevait pas beaucoup de Londres, ni de l'argent non plus, mais on ne gagne pas la guerre sur les femmes. Hein. Ça, c'est important. Savoir, par exemple, que dans la résistance des villes, elles étaient capables d'aller déposer les armes à l'endroit où on en avait besoin, et puis les résistants s'en servaient, ils les redéposaient à un autre endroit, et les filles les rapportaient ailleurs, parce qu'elles pouvaient se déplacer quand il y avait des coups de feu, des razzias, etc., etc. Donc il y avait toute cette technique-là. Passer par exemple des armes de la Meuse, il y avait des marchands de lait à l'époque encore, hein, comme il y en a en Angleterre. Dans les choses, on mettait des armes dans le lait. Et alors, ça passait, on les reprenait par ailleurs. Parfois, le type savait à peine ce qu'il y avait dedans. Franchement, pour lui, il aurait peut-être dit non, hein, en plus. Donc, il y avait toutes sortes de techniques comme ça, significatives. En revenant d'Antine pour prendre contact avec les Américains, j'arrive à Pulseur, et il y a une dame qui est sur le seuil, là, et elle crie, mon mari, j'ai pris son mari, je l'ai glissé dans la voiture qui était la mienne. Ce mari venait de recevoir une balle des Allemands, parce que les Allemands, fuyant les Américains, l'avancée, parce que c'était seulement l'avancée américaine, suivaient l'ours. Et comme le type était dans son jardin, vraisemblablement, baf, ils l'ont tiré de voix. Et moi, j'ai pris ce type-là. Et alors, un peu plus loin, se trouvait un Américain là, qui tenait, et qui m'a fait signe, parce que sur la voiture, il y avait une croix rouge, tu vois, de ce qu'on avait pris aux pompiers. Alors, je suis allé jusqu'au pont, et je suis allé le déposer, le monsieur. Il est mort, d'ailleurs, je l'ai pris après. Mais à la clinique, il y avait une clinique, là, à Esneux, sur la rampe. Donc voilà, ce sont des situations comme ça où vous essayez d'aider l'un et l'autre. C'est pour dire que pour revenir au fait que les femmes sont nécessaires, le nombre de femmes et de courrières qui ont porté des armes, qui ont apporté des... J'en ai vu une dans le maquis qui se mettait presque, quand le copain qui tirait, elle tenait presque l'arme pour qu'elle ne bouge pas. Hein. Donc, des filles comme ça qui étaient... C'est l'enthousiasme juvénile, évidemment, hein, mais... Hein, on est avec ceux qui nous libèrent des grands mecs, enfin. Donc il y a ça.
mais pour porter, pour se déplacer. Le nom, il y a une dame qui a été ma courrière. Parce qu'elle avait d'autres contacts, mais à un moment donné, il y avait une arrestation, je crois que c'est avec Raymond, et alors je devais reprendre contact avec elle. Elle, c'est rue Faux-Pirette à Liège, j'ai un rendez-vous, j'y vais. Alors j'ouvre la porte, etc., je grimpe. Elle était maquillée comme quelqu'un qui fait un peu la vie, enfin, hein, tu sais. Elle avait pris ses précautions. Elle se dit, si on vient, moi je dis qu'il vient me voir, tu vois, la femme. Moi je ne m'étais pas rendu compte tout de suite, hein, étant jeune, je me dis, ah, c'est pas une courrière, qu'est-ce qu'elle est atifée, je n'ai pas confiance du tout, quoi. Hein. Donc, c'est pour te dire. Mais la même courrière, alors, qui devait transporter un paquet avec de la presse clandestine et des documents, elle arrive place Saint-Lambert où le tram s'arrêtait. Il y avait des Allemands, deux Allemands, je crois qu'ils montaient sur le train avec lui. Mademoiselle, ils ont pris le paquet et ils l'ont mis elle est montée avec eux. C'est pas à moi qu'on aurait pris le paquet, quoi. Hein. Donc c'est pour montrer qu'il y a que les femmes sont indispensables hein, pour faire tout. Hein. En Ardennes, c'est la même chose. J'ai été accueilli chez une dame là qui m'a fait à souper, etc. C'était tellement bon que j'ai mangé, mais j'étais malade. Parce que je ne mangeais plus, moi je venais de lui. Et là, on mangeait encore bien. Là. Donc, j'étais triste de dire que j'étais malade, puisqu'elle avait fait tout son devoir. Vous voyez les conditions et les réflexions que l'on pouvait avoir. D'autres types de responsabilités, c'était celle-ci. J'ai reçu une fois, à Solidarité, une information d'une courrière d'une compagnie de résistants, et elle me dit, dans sa correspondance, c'est ennuyeux, parce qu'on n'échappe pas à la vie, je suis enceinte. Mais quand vous vous adressez à un type qui a 22 ans, et que vous avez une responsabilité, et qu'une femme vous dit cela, il m'a fallu trouver des médecins, etc., pour la dépasser. C'était le docteur Longueville, qui nous a dépanné, qui était un grand résistant aussi. Donc vous voyez qu'il y avait une grande diffusion d'activités et des sources de... On avait reçu l'ordre, là, début 1944, de préparer éventuellement ce qui allait être le débarquement du 6 juin. On n'allait pas gagner la guerre, mais nous allions bousculer, on se disait, chez les partisans, la Meuse, on va faire sauter les ponts et nous ne pourrons pas passer de l'autre côté. Et alors, cette compagnie-là était chargée, cette réunion-là, d'essayer de contrôler le passage des Allemands qui n'auraient sans cesse essayé que de se reconstituer après le débarquement. Hein, c'est là d'ailleurs que, dans ces conditions-là, que j'ai connu la mise à feu de Roddy, par exemple, où on a mis le feu à Roddy, etc. J'étais sur place à ce moment-là, je peux en parler. Et pas mal d'autres, évidemment, et des attitudes curieuses avec les arrestations des Vlasov. Il y avait eu des arrestations qui sont... Les Vlasov, c'était les milices russes qui collaboratrices. Hein. Donc il y avait comme ça d'autres sortes de complications, parce que vous pensez bien que quand vous ramenez, même au Stepen, dans les bois de Stepen-Dantine, quelques 200-300 personnes avec les compagnies qui étaient déjà là, dans le maquis, etc., il faut les nourrir, hein, attention. Et il faut donner l'ordre de faire tuer une vache, de l'entreposer chez un boucher qui veut bien accepter. Il faut du pain, il faut que le boulanger, à tort ou à raison, on l'oblige à faire du pain, et on lui dit, vous aurez de la farine demain. Moi, il n'y a pas de farine, vous en aurez. Parce qu'il faut toucher le fermier en disant, bah, pas de discussion, etc. Donc il fallait des actes d'autorité pour agir de cette manière. Hein. Donc il y a toute cette complication-là. Et nous avons même retrouvé un type de la Hesse, d'ailleurs, de Comblain, dont le père était là. Il a écrit un texte aussi, ce garçon-là, son nom m'échappe. Bien, il était là sur place et il avait tiré, comme il appartenait au service d'électricité, il nous a fait une ligne. Les Allemands surveillaient, ils nous avaient fait une ligne spéciale qu'on avait traînée dans le bois pour que nous puissions communiquer éventuellement là-bas, hein, donc avec des tentes, avec tout ce que vous pouvez imaginer. J'avais même apporté on m'avait fourni un petit appareil de film, là, mais je ne l'ai pas utilisé, parce qu'il y a quand même des gens qui bavardent tout. Mais bref, il y avait toute cette vie et ce climat
clandestin où il fallait évidemment dormir dans le bois, aller dormir chez le fermier voisin, etc. Je suis allé dans une ferme voisine qui est à l'orée du bois. Il m'a dit, voulez-vous dormir dans une chambre? J'ai dit non, c'est dans votre truc à Purin que je vais aller dormir, hein, parce que si j'ai entendu du bruit, je peux m'en aller par ailleurs. Mais j'ai préféré dormir dans le bois. Et alors, aussi cette réflexion qui consistait à ne pas mettre en danger les gens du village. Parce que parmi les gens qui nous accompagnaient, les compagnies, il y en a qui voulaient avoir des couvertures parce qu'ils avaient froid, ben ils auraient été faire une razzia dans les premières familles. Et ça aurait été alors créer le désordre. Alors il fallait envoyer des estafettes pour dire, n'avez-vous pas etc. pour une distribution régulière, puisqu'on les mettait déjà à contribution. Toutes les cruches, par exemple, de secours d'hiver qu'on appelait à ce moment-là, et qui distribuaient dans les écoles, etc., de la soupe qui était faite par les administrations, nous les avions réquisitionnées, mais nous obligions qu'elles soient remplies, évidemment. On allait les chercher pour pouvoir se sustenter. Hein. Il fallait quand même un petit peu manger, même si on était comme ça. Donc voilà, en gros, le climat que nous avions dans ce contexte du Front de l'Indépendance, qui avait ses contacts et qui était une société, comme on le voit, fédérative des actions qui pouvaient être menées contre l'envahisseur. On avait des contacts, par exemple, avec les mineurs ou avec les syndicats, qui étaient les CLS à l'époque. Et alors, quand il fallait faire sauter les trains ou mettre une bombe quelque part, c'est pas moi qui savais le faire. Qu'est-ce qui nous apprenait à faire ça? C'était les mineurs. Les mineurs, eux, ils savaient manipuler le mastic, etc. Et ils savaient faire quoi? Ils venaient même sur place pour dire « attention, ne vous trompez pas », etc. Donc il ne faut pas croire que c'était toujours un qui faisait ça. Il fallait comprendre l'aide collective et les soucis que l'on pouvait avoir dans la manière de procéder. Donc voilà. Et au sein du Front de l'Indépendance, il y avait aussi le comité du comité de défense des Juifs, par exemple. Parce que il y avait des brigades juives qui étaient essentiellement des brigades juives, mais il y avait aussi dans les brigades autres des incorporés de culture juive également. Donc vous voyez, il y avait toutes ces interférences qui faisaient qu'on pouvait s'entraider. Il y avait une compagnie spéciale, là, par exemple, dans les bois de Stepen, qui était une compagnie d'étrangères. Donc on avait trouvé un gars qui savait plus ou moins parler avec tout le monde, on lui regroupait tous ceux qui étaient de cette communauté-là, par exemple. Hein. Donc oui, il y avait sur place des nécessités à avoir. La rapidité, par exemple, que l'on avait avec les compagnies d'ex-soviétiques qui étaient là, qui étaient des gens qui connaissaient, qui savaient faire la guerre, qui savaient truffer. Parce que je me suis trouvé à un moment donné dans les bois. À un moment donné, les Allemands qui étaient là, ils avaient sans doute déjà mis le feu dans des maisons en remontant, parce qu'on avait quand même liquidé certains des leurs là-bas. Eh bien, on a commencé à tirer. J'étais avec Willy, je crois, qui commandait une compagnie. Ça devait être un professeur de mathématiques. Eh bien, d'un coup, il a commencé à tirer, etc. Moi, je me suis assis, j'étais tout près d'un arbre, où aller, puisqu'on tire un peu dans tous les mains. Mais eux, ils savaient où y aller. Ils avaient l'audition, le sens de la guerre. Hein. Donc, vous voyez, il fallait tout le temps réagir. Hein, quand les Allemands, c'était des guerriers étonnants. Hein, vous savez, quand ils entendaient tirer, ils savaient qui tirait et quelle arme tirait. Si c'était une scène anglaise, par exemple, ils savaient bien que ça ne tirait pas plus de 50-60 mètres. Donc, ils se seraient levés, vous auriez tiré, et ils n'auraient pas bougé, ils auraient fait. Donc, c'est ça le sens de la guerre. On n'avait pas tout cela. Et on l'apprenait, vous savez, au fur et à mesure des événements. Ce climat de la résistance n'a fait qu'ajouter à notre désir de mieux vivre dans une existence beaucoup plus paisible, beaucoup plus rayonnante. Ce qui signifie que, durant la guerre, il faut savoir que la résistance française, c'est quand même, à travers celle-ci, parmi ces intellectuels comme, voilà, les noms m'échappent, mais ils me reviendront vraisemblablement, comme Langevin et autres, par exemple, ou un démocrate chrétien, là,
Martin, bref, ils ont quand même réfléchi à réaliser le Conseil national de la résistance en faisant leur unité, c'est-à-dire des mandements nécessaires à une meilleure vie dans la projection vers l'avenir, dans l'avenir. Ce Conseil national de la résistance, De Gaulle a été tenu de la reconnaître dans ses valeurs. Ici en Belgique, sous le manteau, petit à petit, on a élaboré la sécurité sociale, que depuis lors, beaucoup de réactionnaires essayent de détricoter, etc., n'est-ce pas? Donc là, il s'agissait de gains de réflexion et d'avantages sociaux qui étaient bien dignes de la résistance et de la nécessité pour les populations d'avoir une vie meilleure et d'avoir une vie plus libre encore que celle qu'ils avaient connue et plus démocratique encore que celle qu'ils avaient connue. Bon, voilà, nous en sommes là. Mais pour montrer que la résistance belge n'est pas seule, elle a pris contact aussi avec les contacts français, avec des contacts même allemands, parce que nous avons accueilli des Allemands qui fouillaient le nazisme aussi, hein, attention, hein, et qui n'étaient pas les derniers pour faire une résistance active non plus. Cette résistance-là, malgré les fluctuations politiques russes et autres, elle existe toujours et elle déclare qu'elle est là non seulement pour défendre la mémoire, mais surtout pour défendre les réalités existentielles d'aujourd'hui et de demain. C'est pour montrer que la résistance a des perspectives de vie, d'amélioration du contact social, parce qu'elle sait très bien comment les crimes ont eu lieu. Vous pensez bien que quand les Américains ont débarqué par ici et que les Russes arrivaient de l'autre côté de l'Est, ils piétinaient presque tous les camps de la mort, n'est-ce pas? Il y en avait des centaines de camps et de charniers que l'on rencontrait, où on avait basculé les gens dans des trous à gauche et à droite. Il n'y a pas seulement Auschwitz, Idora, etc. Il y avait, ici, tout près de Charleroi, il y en a un charnier là, qui compte pas mal de gens que l'on a tués et jetés là-bas et qui sont à peine dénombrés. Donc ça veut dire que partout, le nazisme avait fait cela et nous ne pouvons pas accepter aujourd'hui que quelconque relation puisse se revendiquer d'un climat de vie ainsi. Cela étant dit, donc je veux montrer que la résistance du Front de l'Indépendance a été une résistance de conscience sociale, de conscience de vie et du souci que l'on avait tous de la liberté de chacun, de la liberté de participation à la vie des autres, et culturellement et efficacement. Dans la place forte du chemin de fer de Quincampoix, tous les autres qui allaient à Maubeuge, si tu veux, sur la frontière, chargeaient des types qui se sauvaient d'Allemagne pour les conduire là-bas, n'est-ce pas? J'ai eu des tas de noms et des témoignages de cette existence-là. Hein? Et quand j'ai demandé est-ce que je dois publier éventuellement les noms, on m'a dit oui, mais ils sont peut-être morts, etc. Non, les gens doivent savoir que dans une région d'Angleur, il y a eu des centaines de types qui se sont soulevés et qui ont aidé les victimes, hein, et qui n'étaient pas nécessairement des militaires avec une stène sur l'épaule. Hein. C'est ça l'important, c'est la vie de la quotidienneté et de l'aide qu'on pouvait avoir. Donc c'était vraisemblablement une lutte de vie ou de mort. On savait qu'on ne pouvait pas vivre, même s'ils avaient eu le pouvoir. Hein, donc, on ne pouvait pas vivre dans des conditions pareilles, il fallait s'exiler et s'en aller. Et alors, donc je veux dire que ces conditions d'existence-là ne m'appartenaient pas à moi seulement. C'est toute une phénoménologie complexe. Il y avait ceux qui avaient fui en Angleterre et même en Amérique et qui étaient tout contents de revenir, comme Van Zeeland et les autres, de rentrer en Belgique, évidemment, hein, et de venir s'inquiéter. Mais il faut quand même signaler des choses comme les grèves, les ouvriers qui étaient capables de faire des grèves et qu'on a chassé là, de grêle avec les autres sur les ponts de Liège et qu'on lui achetait des briques sur le bateau, etc. Donc ça montre qu'il y avait une longue manière, parce qu'on ne rend pas assez hommage parfois aux victimes du Front de l'Indépendance. Hein. Il y a une petite stèle là sur au pont Atlas. Elle est juste à l'entrée de la bifurcation de la bretelle qui va... Elle est là, personne ne la voit, personne ne saurait le voir, c'est un endroit où les choses... Mais ce type-là, il s'appelle Titz d'ailleurs. Il était dans les milices patriotiques de Liège et dans les soulèvements locaux, ben, il est mort, le brave garçon.
Mais personne ne le sait, personne ne le dira jamais, hein, à part moi qui ai vu les choses. Hein. Donc, maintenant c'est dit. Maintenant c'est dit. Donc, tu vois, il y a des trucs comme ça qui me traversent souvent le cerveau et qui sont des explications significatives de l'existence du cru. Donc, il faut rendre hommage à ceux qui étaient capables de le faire et qui voulaient le faire. Hein. C'est explicite tout ça. C'est nécessaire. Et aujourd'hui, n'as-tu pas l'impression que nous recommençons, que l'histoire, on l'a oubliée et qu'il y a des phénomènes qui sont résurgents? C'est-à-dire que finalement, comme je le signalais tout à l'heure, lorsqu'on essaie de détricoter les valeurs actuelles, ben, on se rend bien compte que je vois même des Français au Royal en France, elles défendent des relations d'ouverture démocratique pour définir des petits problèmes. Et elles réclament encore des gens qui disent est-ce qu'il n'y aurait pas moyen qu'on clarifie un peu ça. Donc la résistance maintenant de ceux qui ne veulent pas que les gens aient des satisfactions plénières, ils s'arrangent toujours, n'est-ce pas? Il y a de plus en plus de riches et de plus en plus de pauvres maintenant. Hein. Attention, nous ne savons pas où nous allons. Donc par conséquent, c'est bien la preuve que la résistance était bien nécessaire et qu'elle était valide. Et qu'elle continuera certainement parce que les gens ne se laisseront pas bouffer, que ce soit en Afrique, que ce soit même en Chine maintenant, etc. On le voit quand même. Hein. Donc il ne faut pas banaliser les petites choses. Hein. Et ça qui est extrêmement important. La résistance, elle est imprégnée dans le cœur de ceux qui veulent la liberté et l'expression. Et comme je le disais tout à l'heure pour notre ami, étant donné que les gens du chemin de fer étaient très développés, ne fût-ce que pour aider et pour transporter des documents, par exemple. Hein. Parce que je me souviens être allé à Jemelle, moi, chercher des documents, m'a dit, j'ai cherché des documents, et j'arrive à la gare, là, les types qui me reçoivent, c'était des résistants, ils étaient armés. Je dis, vous n'allez pas vous faire armer. Je dis, hein, c'est idiot ça. Hein. Vous circulez, c'était des jeunes gens évidemment. Hein. Mais ils avaient l'habitude, puisqu'ils étaient dans le coin, on mangeait mieux, on mangeait plus facilement, on était plus à l'aise, etc. Bon. Alors je suis allé chez des gens qui étaient bien gentils, d'ailleurs, qui m'ont fait à manger des crétons, là, etc. Et puis alors, quand j'ai voulu reprendre le train, j'avais des papiers, et alors, quand j'étais dans le train, il y avait un appartement qui s'appelait Nur für Wehrmacht. C'était un seul endroit qui était réservé aux Allemands. Alors je suis allé mettre mes papiers là-dedans, et je suis allé ailleurs. Je me dis, quand je serai à Liège, si je ne vois personne, j'irai la chercher, quoi. Donc il y avait toutes ces petites nuances, ces petits jeux significatifs. D'ailleurs, le garçon qui m'a donné ces papiers-là, qui appartenait à une autre organisation que nous, il a été arrêté d'ailleurs. Donc je veux dire que, malgré tout ce que je raconte, j'ai eu une chance de pendu, hein, attention, de ne pas être arrêté et d'échapper à des choses comme cela. Seulement, il faut parfois réagir étonnamment. Avant d'aller en Ardennes avec la compagnie, avec le régiment dont je parlais, je me trouvais chez des gens pour passer les conditions, pour se déplacer de certains contacts et abandonner, recréer. Et la dame de la maison, du côté de Montigny, là, elle me dit, maintenant que vous avez réussi, restez, voici la nuit, restez, dormez ici. Hein. Eh bien, malgré tout, malgré la gentillesse de la dame, je l'ai remerciée, mais je suis reparti aussi, parce que je ne connaissais pas chez elle, est-ce qu'elle était surveillée ou pas, n'est-ce pas? Par ailleurs, par exemple, regardez la volonté, hein, c'est un détail aussi ça. Il y avait le pont, un des ponts de Liège, et il y avait un bateau qui faisait la traversée pour aider les gens à traverser la Meuse. J'avais rendez-vous avec Raymond Palâtre, place de l'Isère, tout près d'un arrêt de tram là. Je passe les choses et je regarde sur le bateau et je vois un type. Je me méfie. Quand le bateau arrive là, je prends une autre rue pour arriver place de l'Isère, puisqu'elle se rencontre là. Et je vois que le type est place de l'Isère aussi, tu vois. Hein? Alors j'arrive tout près de Raymond, je dis c'est rien, nous allons prendre le premier tram venu. Nous prenons le premier tram qui fait le tour de Liège à ce moment-là, le tram 1. Et alors je dis, nous allons descendre au premier arrêt. Alors le gars est sur le tram,
au premier arrêt, nous descendons et on dit c'est le type d'essence, hein, on est renseigné. Donc il y avait toutes petites choses comme ça qui rendaient votre vie inquiète. Tous les jours, il fallait sortir avec le danger. Pendant 4 ans, il ne s'agissait pas d'attendre la libération, il s'agissait de se lever, parce que moi je dormais dans des greniers, dans des endroits où on voulait bien m'accueillir, où on voulait bien... parfois j'allais manger, je recevais... J'ai fini par recevoir de l'armée belge et des partisans 600 francs. Et j'avais trouvé une chambre d'étudiants pour être hors du monde, et je me disais, là, et je payais 250 francs pour la chambre, tu vois, et je me contentais du reste, mais quand je rentrais là, je dormais un peu. Il ne faut pas avoir dire qu'on a peur, hein, on a eu peur. Je me retrouvais dans une rue de la rue des Augustins, c'était une concierge de la province, un établissement, et alors là, j'avais un jeune garçon qui faisait de la résistance, et je lui dis, il faudrait que tu prennes ceci et le porter là. Hein. C'est là d'ailleurs que j'ai vu Hansen pour la dernière fois en passant rue Gargagnage. Alors le type, il revient 10 minutes après, il dit, ah, voilà un paquet, mais les Allemands sont là, parce qu'il arrivait que les Allemands bouchent les rues et prennent les quantités aux gens. Alors, j'ai laissé passer les Allemands, il dit, tu viendras avec moi. Je dis, il faudra bien que j'y aille. J'ai pris pour dire, il ne faut pas avoir trop peur non plus. Tu as bien fait de regarder et de revenir, mais maintenant, si je te disais d'aller le reporter, tu ne dirais pas, hein, etc. Donc, il faut parfois le montrer, alors que vous avez peur aussi, etc. Donc, c'est ça. Et je me souviens être passé tout près de la bibliothèque. Là, c'est la dernière fois que j'ai vu Hansen. Il parlait avec un type, il avait sans doute pris un contact à la bibliothèque en question. Et on s'est dit bonjour, hein, et on est passé la dernière fois. D'ailleurs, le Hansen, il a été interrogé la rue Boulevard Pircot, je crois. Et je crois qu'à un moment donné, il a pris un pistolet, il a voulu tirer sur le type le type avait déposé son pistolet. Et il voulait fuir, mais il a été rattrapé dans les escaliers, etc. Hein, et fusillé, évidemment. Hein. Sur sa tombe, je suis allé dire quelques mots, etc. Et on m'a souvent écrit en disant, vous aviez dit ceci et ça. Parce que c'était un jeune garçon, était-ce le métier ou pas, il inspirait confiance, ce garçon-là. Il inspirait... Donc pour que Haroun Tazieff parle avec lui, parce que je me souviens avoir eu un contact avec Tazieff en ville, et alors après avoir parlé, c'était peu de temps après l'entrée contre les soviétiques, hein. Alors il me dit, et où est-ce que tu vas maintenant? Il m'a dit, je retourne à Gembloux. Il avait fait des études d'agriculture à Gembloux. C'est pas vrai, il avait terminé. Mais même à moi, il disait, je retourne à Gembloux. Se disant, s'il se fait arrêter, il dit, Tazieff est à Gembloux, quoi. Hein. Donc chacun avait comme ça ses ritournelles. Hein. Et c'est une vie curieuse. Mais la peur donnait des ailes au courage, comme disait l'autre. Hein. Et parce qu'il fallait aider. Rares étaient les gens qui savaient conduire une voiture. Chez moi, il y avait une voiture et j'avais appris à conduire. Mais quand je suis arrivé dans le maquis, il y avait une voiture, personne ne savait conduire à un moment donné. Hein. Rares étaient-ils. Je me souviens avoir pris contact avec des gens qui étaient, avant ça d'ailleurs, dans le départ, à un moment donné, dans une pharmacie, là du côté de Moncel, il y avait une voiture qui avait été prise aux pompiers de Serein. Elle était là, puis on vient me dire, vous savez, il y a des Allemands qui montent sur la rampe là. Alors je me dis, ça ne doit pas être important, hein, deux, trois gars à table, le vieux mec ou l'autre peut-être. Mais enfin, je prends la voiture et je pars avec des types, et nous sommes partis à travers bois pour déboucher à S2, hein, etc. Donc il y avait toutes sortes d'infrastructures. Par ailleurs, d'ailleurs, la veille ou l'avant-veille, je ne sais pas, quand on avait... Moi, j'avais eu des renseignements à la Fréture, le comptoir de la Fréture. Et alors, j'avais contact avec Roland, le commandant, etc., quelques autres. Et alors, j'avais récupéré une voiture. Il y avait Albert, je crois, qui était avec moi, qui est mort aussi. Et alors, on avait trouvé dans un garagiste de Comblain de quoi le remorquer, parce que la voiture... Et je dis aux types qui sont avec moi, descendez et partez à pied pour rejoindre la côte. Heureusement, on avance, et le type qui conduit, moi je conduis la voiture remorquée,
Et il dit, qu'est-ce qu'on fait? Il y avait des tanks allemands qui arrivaient là. Hein? Heureusement, parce qu'on ne serait pas resté là. Hein? Et alors, comme nous étions en civil, j'ai dit continuer. Et alors, ils sont passés à côté de moi, hein, avec leurs fusils comme ça, etc. Bon, je n'ai pas bronché. Ils se sont dit, ce sont des gars qui essayent de séparer les bouts de la rue, etc. Hein? Et alors, on a pu rejoindre la localité en question. Donc voilà, des petits côtés comme ça. On recevait de Bruxelles, par exemple, quand on a su ça, on le recevait par l'état-major des partisans de Bruxelles. Vous savez, nous savons que le débarquement va avoir lieu, on va prendre des dispositions comme ça, on va essayer de savoir comment vous allez faire, parce qu'il est possible qu'ils ne retraverseront pas par ici, parce que l'armée traversera elle par là, hein, certainement. Mais il faut agir dans ce sens-là. Et nous qui étions un peu naïfs, nous avions demandé à des mineurs, si on fait sauter les postes, qu'on ne pourrait pas passer par des mines qui passent sous la Meuse, etc. Alors, il y en a une qui est abandonnée, bon, on va l'entretenir. On ne s'en est pas servi, hein. Mais donc, cette collaboration humaine fait que les mineurs voulaient bien sauver la mine pour qu'on puisse passer. Et quand je suis revenu, moi, de Steppen pour reprendre contact à Liège, je suis revenu avec la voiture allemande là, que l'on connaît bien, qui avait été prise un type là, hein, au commandant. J'ai appris que ce type-là, c'était le Hauptmörstundführer de Das Reich qui avait fait des exactions à... Et nous l'avons liquidé, évidemment, lui. Donc, l'Hauptmörstundführer, sa famille ne l'aura jamais plus revu parce qu'on s'en est occupé là sur place. Hein. Donc, on ne raconte pas des trucs, je raconte ça ici maintenant, mais à l'époque, on n'a pas dit ça. Mais je savais bien, je l'ai vu sur son chose, et il demandait son pistolet pour se tuer, parce qu'il terrorise, il nous traitait de terroriste. Et alors Bottin dit, je vais l'opérer. Il a reçu une balle, et Bottin l'a opéré, mais il nous a fallu nous déplacer, etc. On ne pouvait pas le traîner avec nous. Hein, il a fallu abandonner. On ne savait pas encore qu'il avait fait ça là-bas. Hein. C'est après, c'est parce que j'ai souvent entendu dans une autre, c'était la division d'Achreis-Essen qui avait fait ceci et ça. Et lui, je suppose qu'il avait reçu des lettres, des ordres de remonter d'Ardard pour aller préparer hein, les problèmes de débarquement qui s'étaient réalisés entre-temps. Hein. Et alors lui, il s'est engagé. Alors on avait liquidé des avancées. Hein. Et alors là, c'est là que les combats ont eu lieu, etc. Quoi, hein. J'ai même à un moment donné pris contact avec on me les a fournis d'ailleurs, hein, avec des Allemands qui étaient dans des voitures. Et alors, je les ai interrogés. Ils étaient, pour moi, c'était un truc d'intendance. Ils avaient des milliers de marques avec eux. Et je les ai un peu interrogés. Je parlais un peu mieux l'allemand que je puisse le faire maintenant. J'avais un peu appris ça. Et je sais bien que dans la maison où j'étais, je les ai laissés sur le truc. C'était des maris allemands, évidemment. Hein. Qui valaient sans doute plus rien à ce moment-là. Je les ai laissés sur la cheminée et je suis parti. Et je crois que les gens, quand ils sont rentrés chez eux, ils se sont demandé qu'est-ce que ça veut dire. Et il y a des tristesses aussi, parce que Federman, qui était un poète juif là, que je connaissais à Liège, avec qui je prenais de temps en temps un café avec lui quand je rentrais, je lui avais dit, il ne faut plus rester chez toi. Oh, mais moi, je connais, etc. Je dis, il faut plus. Je sais bien que j'avais pris un pain, j'avais demandé qu'on fasse un pain pour lui. Et il a été arrêté. Il ne portait pas ceci. Il dit, j'ai des contacts. Je dis, tu perds ton temps, tu vas être désigné, tu seras désigné chez toi, ou pas. Mais je ne pouvais pas le prendre avec moi, je lui donnais un conseil, hein, puisque quand je le croisais, d'ailleurs le Raymond dont j'ai parlé tout à l'heure, là, ce brave Raymond-là, dans une rafle, nous étions donc Raymond, Rimsky, c'était un nom d'emprunt, et moi, j'étais Artaud pour le triumvirat en question. Il se fait arrêter, place Saint-Lambert. Donc, il n'a pas de document sur lui, on l'arrête comme s'il était un refus digne de travail, si tu veux. Et il est importé pour travailler en Allemagne. Il s'évade d'Allemagne, il revient à pied, et il se dirige vers plutôt la frontière hollandaise pour ne pas passer dans les choses importantes. Il revient à Liège, il a des connaissances, des contacts, il reprend la résistance chez moi, Raymond Palâtre. Hein, donc,
C'est des gars, ça, il ne faut pas rigoler, ça. C'est des gars qui ont le même âge que moi, hein, attention. Mais c'est des types qui savent pourquoi. Parce qu'ils racontent après qu'il a saboté le travail qu'il devait faire. Il jetait des trucs dans des trous, hein, des pièces, etc. Il y avait déjà des bacs de... Donc voilà, des attitudes comme ça, des types comme Raymond. D'ailleurs, sa tristesse, je suis allé le voir, il finissait sa vie à l'hôpital à Liège. Et il me dit, je vais le trouver, et dire que tu m'as envoyé promener. Pendant la guerre, à un moment donné, il vient me trouver. Il me dit, est-ce que tu ne pourrais pas collaborer avec moi pour ceci et pour ça, hein, tu sais bien nos idées, etc. Et je dis non, parce que je faisais autre chose, évidemment. Hein. Et finalement, nous nous écrivions, et nous ne savions pas qui nous étions, parce que lui, il était dans mon triumvirat, etc. Et alors, ce brave garçon-là, qui me dit, tu m'as envoyé promener. Et voilà. Si un tel veut faire un speech sur ma tombe, qui me dit, je pourrais préférer que ce soit toi, etc. Et d'un autre côté, alors voilà, 1 heure après, dans cet hôpital, on dit, monsieur, on va aller soigner votre ami. Je vais dans le corridor, et 1 heure après, il était mort. Tu vois, quand je rentre dans sa chambre, il était mort. Donc, ce sont ces contacts-là. Hein. Voilà, c'est la vie. Mais vous comprenez bien que cette conscience populaire auquel on fait allusion, qui sont maintenant des porteurs de volonté démocratique, comme les territoires de la mémoire, d'ailleurs, comme la laïcité, les groupes de laïcité en Belgique, tout ça défend des valeurs qui nous sont intimes et nécessaires à la validité de nos existences. Hein, et qui ne laisse rien passer. La preuve, c'est que maintenant, que quand un député ou l'autre fait une exaction, on ne l'aurait jamais apprise, mais maintenant, on sait qu'on la met sur le carreau, quand même, hein, à la réflexion. Donc, ce n'est pas le fait que tel ou tel a fait ceci. Ça veut dire que nous avons une exigence de valeurs réfléchies et du respect de l'autre qui n'existait pas avant. On disait, vous, c'est un secret, taisez-vous, un secret d'État. Les contacts que j'ai eus avec des Allemands, un professeur allemand qui est venu avec ses élèves chez nous, etc., j'ai dû lui montrer un peu ce qu'on faisait à l'enclos des fusillés, mais les jeunes gens ne se rendaient pas compte de ce que c'est que de fusiller des gens chez nous, même si eux, ils ont connu la guerre. Ils essayaient de comprendre. Et quand j'ai eu des contacts avec des Italiens dans des conférences à Serein, je leur ai fait remarquer que quand Mussolini voulait prendre la Libye d'ailleurs et l'Éthiopie, que les femmes donnaient leur alliance. Pourquoi? C'est quand même une symbolique grave dans un pays où on défend la famille, etc., que d'enlever son chose et de le donner pour une lutte guerrière. Hein. Donc il y en a qui disaient oui, et les autres qui étaient là, qui n'avaient pas connu, ils étaient étonnés. Mais vos grands-mères ont donné leur alliance pour aider la guerre de votre dictateur. Hein. Donc c'est tout ça qui fait la vie et la réflexion. Mais comme les vies sont courtes, les gens n'ont pas le temps d'apprendre ces choses-là. Hein. Donc c'est pour ça que nous parlons peu. Moi j'ai toujours peu parlé chez moi, d'abord parce que quand dans des réunions familiales, je voulais dire quelque chose, on me disait, ne raconte pas encore quelque chose qui est triste, enfin. Hein. Rions plutôt. Hein. Donc même dans ta famille, alors tu racontes rien du tout, évidemment. Hein. Tu racontes que je me souviens bien qu'en venant de Fréture, la nuit, là, je suis arrivé en voiture avec ce garçon-là qui est mort dans l'autre voiture, mais nous étions ensemble. Et il fallait que nous allions prendre contact à l'autre côté de l'Ourthe, vers Antibes, donc à ce moment-là, hein, nous venions de Fréture. Et alors, à un moment donné, en allumant les phares, je vois des Allemands qui sont là pour s'occuper du pont. Hein. Ils allaient s'occuper du pont de Poulseur, je crois. Alors il me dit, qu'est-ce qu'on fait? Je dis, fonce, hein. On ne saurait rien faire d'autre. Et ils nous ont regardé passer, d'ailleurs, ils se sont demandé, à personne qui a tiré, ils ont regardé passer. Ben, ils étaient tout étonnés, ils étaient là pour regarder. Ils disaient, qu'est-ce que c'est ce con-là qui arrive avec sa voiture? Ils se demandaient peut-être, c'est peut-être un des nôtres aussi, hein. Et donc ils étaient étonnés, vous voyez, on ne tirait pas sur eux. Hein. Et moi, quand j'ai passé le pont, tu comprends bien que mon cœur battait la chamade, etc. Ah oui, je me souviens sortir du bois de Boncel, un bois qui était au-dessus de Strain,
Et alors, les Allemands cernaient le bois, c'était un dimanche sans doute, hein, et j'étais avec une courrière, et c'est elle qui a réagi. Moi, j'étais un peu stomaqué en sortant du bois, je trouve un Allemand qui dit, avec d'autres qui étaient en train d'interroger, etc. Et elle dit, Wir sind auf das Land gewesen, en allemand, elle. Hein, alors, nous sommes allés à la campagne, hein. Et alors l'Allemand nous a regardés, elle dit, passez. Il y avait ma valise avec elle, bien content. C'est elle qui a réagi avant moi. Moi, j'étais un peu pris de court, mais elle avait un peu d'allemand, elle aussi. Hein, mais elle en avait plus que moi, sans doute. Hein. Tu vois, j'avais des contacts assez variés. Et c'est comme cela également que j'avais reçu des infos. On recevait des informations de la résistance française aussi. Hein. Tout de suite à la Libération, j'ai eu contact à Bruxelles avec Éluard, par exemple. Avec Éluard et Jean-Louis Barrault, qui l'accompagnait, etc. Tu vois. Donc, j'étais un peu l'ignorant dans la culture de ces gens-là, évidemment. Quand tu as 20 ans, tu ne sais pas tout, hein, tu as 25 ans à ce moment-là. Mais j'avais essayé de publier des trucs qui étaient tant bien que mal, plus mauvais que bien, mais ça c'est sur les essais. Hein. C'est ça que je disais tout à l'heure, avec tous les travaux qu'il y a eu ici, parce que les murs croulaient, il faut les réparer. Ben, j'ai des tas de documents qui étaient chargés de poussière, qu'il a fallu jeter, et tout ça. Donc, parfois tu as un pincement de cœur, évidemment. Hein. Mais et surtout que tu ne sais plus le faire. Hein. J'ai des cheveux longs pour le moment, comme si j'étais de Pardieu, mais comme je ne suis plus sorti. Hein. Lui, il sort comme ça, lui, mais moi je ne suis pas sorti. Hein. Ce qu'on a semé est germain. Oui. À travers, je l'ai rappelé sous d'autres formes tout à l'heure, cette expansion de vivre en paix d'abord et de vivre dans une démocratie agissante et réfléchie, mais ça veut dire aussi que les volontés qui se sont exprimées ont laissé des traces et qu'il y a beaucoup de gens qui continuent, même s'ils n'appartiennent pas à des idées aussi progressistes, ils ont quand même le souci de la vérité et de la justesse d'un point de vue. Hein.